Merci pour l'invitation, merci d'être venus si nombreux, si nombreux. Je m'aperçois que l'intitulé de la présentation est un peu ambitieux, surtout que c'est le seul slide de la présentation. Donc, je ne vais pas vous faire un tunnel pour lever des fonds auprès de vous, mais je vais en effet essayer de questionner le DNVB, parce que moi, venant du marketing traditionnel, enfin, venant de l'économie et m'étant corrompu dans le marketing, personne n'est parfait. Parfois, des dogmes du digital me perturbent un peu, comme le trial and error. Tout le monde fait du trial and error, surtout. Alors que des fois, il y a un mec à 2 liens LinkedIn qui sait déjà le faire, mais on le refait, on dépense beaucoup d'argent et de temps à le refaire. Bon. Donc, je me dis, c'est parfois intéressant d'essayer de démêler le vrai du faux dans le digital, où on est parfois un petit peu dogmatique. Mais avant, je vous dis 2 mots sur Monsieur Barbier, sauf si tout le monde connaît déjà. Non, ben voilà. Alors là-bas, c'est des recharges de rasoir par abonnement. Donc pour ce rasoir, vous le recevez gratuitement le premier mois. Et après, vous avez vos recharges qui arrivent tous les mois, les 2 mois ou les 3 mois, à la même qualité, mais 2 fois moins cher qu'en supermarché. Donc c'est le pur avantage du D2C, parce qu'on cut le middleman qui est le distributeur. Et à partir de là, sur une base client qui grossissait assez naturellement, on va dire, sans qu'on fasse plus de publicité, juste par bouche à oreille, on a commencé à travailler uniquement, parce qu'on a 5 ans, hein, c'est pas une start-up, c'est une slow-up, commencer à travailler réellement avec les clients, parce que venant du marketing, c'est pour moi le plus gros apport du digital. C'est pas de pouvoir dépenser la moitié de sa levée de fonds chez Google, c'est de pouvoir parler à son client. Donc on a parlé avec les clients pour développer une gamme de produits cosmétiques qui allait avec, parce que les gens nous disaient j'achète mes recharges chez vous, mais après les produits, je continue à les acheter chez des acteurs traditionnels. Et donc on a commencé par lancer la routine de rasage que vous avez là, avec l'avant-rasage, la crème à raser et l'après-rasage. L'air de rien, c'est des produits qui sont plus compliqués que ce qu'ils en ont l'air, parce qu'une crème de rasage doit être nacrée, dense, pégée sur la peau pour pas glisser, moussée si on la prend avec un blaireau. Il y avait assez peu de bench, hein, donc il y a assez peu de gens qui font de la bonne crème de rasage, et encore moins qui la font naturelle, parce qu'on est sur tous les produits à 98% naturel. Donc évidemment, les premiers jets n'étaient pas extraordinaires, mais ils étaient quand même pas mal. Et après, on a pris beaucoup de retours clients, parce qu'on a fait des petits batchs de production sur lesquels on n'était pas rentable. Et on a fait des petits batchs de production de plus en plus grands, en intégrant à chaque fois les retours clients. Et maintenant, c'est les meilleures notes possibles sur Amazon, par exemple, sur lesquelles on est, sur ce type de référence-là. Et ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce aux formulateurs, aux clients et 5 ans de travail avec itération permanente. Donc ça, par contre, le rework, je trouve que c'est un cas assez intéressant de cette culture digitale. Après, on s'est étendu à barbe et cheveux, parce que si je regarde dans la salle, ouais, je ne peux pas avoir énormément d'abonnés. La moitié est féminin, donc c'est hard. Et l'autre moitié est barbu. Donc une barbe, au bout d'un moment, ça pique. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Pourquoi ? Parce que le sébum ne va pas jusqu'au bout du poil, et donc quand on fait la bise, ça pique. Voilà. Sauf si on la nourrit. Donc c'est pour ça qu'il y a des huiles pour barbe qui permettent de la nourrir. Et si on la conditionne un peu, donc c'est pour ça qu'on a un shampoing conditionneur, fin de la parenthèse pub, qui permet d'avoir une barbe à la fois nourrie et soyeuse au naturel, parce que tout ça est sans sulfate, et on vient d'avoir les certifications EcoCert Cosmosnat pour certaines références. Et on va l'étendre en amont tout ce qui est soin visage, et après en aval tout ce qui est styling. Donc, mais là aussi c'est pareil. Faire une cire ou un gel naturel, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Donc arriver à itérer sur le styling, donc la cire à cheveux, le baume à barbe, etc. On fait une bonne partie de notre chiffre d'affaires en ligne par abonnement sur la base de nos abonnés. On a très peu d'achats one-shot sur le site. Et après, en digital, on est chez des pure players comme Birchbox, chez des multiplayers comme Amazon, en retail. Et on est en distribution sélective. Je ne sais pas ceux qui connaissent parmi vous le secteur cosmétique. Mais en gros, il y a 4 canaux de distribution. Le pro, donc les marques que vous trouvez que chez le barbier ou chez le coiffeur. Je vous en prie. La grande conso, la pharmacie et le sélectif. Donc c'est les parfumeries de type Birchbox, Nocibé, Mariano, Sephora. Et dans les nouveaux entrants, le drugstore parisien ou Source par Carrefour. Donc on ne respecte pas tout à fait la définition traditionnelle du DNVB, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer ensemble. Mais on a réussi quand même, grâce à ça, en 5 ans, à être à peu près rentable chaque année et à doubler le chiffre d'affaires chaque année, sachant qu'on
On partait de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est que à 500 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est l'exponentiel quand on part de loin, c'est quand même un peu long. Mais c'était une expérience de croissance interne, sans levée de fonds, très focusée sur l'expérience client, au point de resetter les formules des produits à chaque batch jusqu'à ce qu'on soit satisfait et après on attaque une nouvelle catégorie. Donc c'est une approche de la NVB qui est un peu différente. Je ne sais pas si j'étais à peu près clair sur la présentation. Et ensuite sur les mythes et réalités, je ne comprends pas trop ce qu'est des NVB. Donc je ne sais pas si les organisateurs sont là, je ne devrais peut-être pas être là. Je prends un peu de coca, partie délicate. Ah oui, merci, bonjour. Allez-y, ça se passe bien. Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'est des NVB. Je ne sais pas quelle définition vous en avez. C'est un peu les trucs qui me gênent dans le digital. C'est comme trial and error. Quand on avait inventé le feu, il y en a un qui l'a, et puis il y a celui d'à côté qui dit non, laisse tomber, on va faire mieux. Et il repart de zéro, il essaie de refaire le feu, on n'aurait jamais avancé, quoi. Et donc je suis d'accord de... je suis d'accord de faire du trial and error sur des trucs que personne n'a exploré. Et là, on crée un nouveau knowledge et c'est très bien. Après, dans le monde digital, pour y être baigné, parce que maintenant, M. Barbier est dans l'accélérateur L'Oréal à Station F et je suis complètement immergé dans ce système-là. J'avoue que dans le digital, il y a une tendance à réinventer la roue d'un certain côté et à inventer des trucs géniaux de l'autre, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun regard critique. Même des journalistes, j'espère qu'il n'y a pas des journalistes dans la salle, mais si, voilà. Voilà. Sauf vous, bien sûr, et sauf ma maman, qui n'est pas journaliste, mais c'est une blague. Il y a un dogme, comme quoi le digital, c'est toujours génial. Les mecs, ils lèvent 100 millions d'euros et sont déficitaires, c'est génial, il y a une vision, quoi. C'est compliqué. Alors qu'une PME qui galère, tout le monde va avoir 25 conseils. Mais ils auraient dû faire ça, Jean-Paul, on le sait, etc. Ou dans les échos, on passe notre temps à décortiquer ce qu'auraient dû faire les groupes du CAC 40. Donc on est très critique dans l'économie réelle. Quand on passe à la nouvelle économie, c'est plus affectif. Soit ils vont se bâcher, c'est nul. Donc maintenant, tout le monde dit que WeWork va se bâcher, voilà. Soit, j'en sais rien parce que j'ai pas analysé de cas, soit on dit que c'est génial et que c'est visionnaire, mais il n'y a pas le recul critique qu'on a, enfin moi je viens de l'économie, qu'on aurait sur une lecture économiste, financière, stratégique. Donc c'est un peu ce qui me gêne. Et il y a des mots comme ça, comme le trial and error qui est utilisé pour tout et n'importe quoi, alors qu'il y a beaucoup d'argent qui gaspille à faire des trucs, encore une fois, que des gens ont déjà exploré, sur lesquels il y a des best practices. Et des NVB est un peu le mot à la mode, alors c'est très cool pour nous, parce qu'on est invité à des conférences, etc. Mais j'avoue que j'ai jamais levé le loup, à part aujourd'hui, parce que c'est le nom de la presse, sur ce que ça voulait dire des NVB, quoi. Citez-moi une des NVB, par exemple. Quand on dit des NVB, bon, Monsieur Barbier vous vient immédiatement en tête, bien sûr. Mais après, le slip français. Voilà. D'accord. Alors, si Amazon sort une marque de mobilier, comme ils sont en train de le faire, c'est une DNVB. Ouais, mais c'est ça qui me gêne quand les startups prennent 10% de l'économie sur un secteur. Ouais, c'est juste parce que c'est startup, quoi. Et non, pour un économiste, c'est un peu embêtant. Parce que si la définition, c'est le tag startup, c'est un peu embêtant. Aussi, une marque traditionnelle, type, je sais pas, L'Oréal sort une marque en ligne, c'est une DNVB, quoi. Non, mais justement, à mon avis, l'idée c'est que la marque, quand elle se lance sur Internet, et que non seulement elle développe ses produits, mais elle les auto-distribue. Amazon, c'était d'abord une marketplace. Si jamais demain elle crée une marque, bah, c'est pas une DNVB parce qu'en fait, d'abord c'est un distributeur. C'est pas la même chose. D'accord, ouais. En termes de modèle économique sur cette activité-là, pour moi, c'est un peu pareil. Quand ils sortent Amazon Basics ou quand ils sortent... maintenant, ils sont dans le prêt-à-porter, dans l'ameublement. Sur ce pôle d'activité-là, c'est des produits que je conçois, que je distribue moi-même. Mais je suis d'accord, ce n'est pas leur seule activité. DNVB serait une partie de leur activité. Et si un grand groupe sort une marque directement online, vu qu'ils ont aussi des produits offline, c'est qu'une partie de son activité. À la limite... bon, et après, le fait que les DNVB ne soient pas en commerce physique, ça a été aussi un dogme chez les fonds. Ah oui, il ne faut pas aller dans le physique, il y a des stocks, il y a des marges, etc. Je veux ma règle de 3 sur Excel, nom de Dieu. Je veux que je sache quand tu dépenses 5, tu as ça sur la CELVI du client, il te rapporte 30 sur 2 ans,
bourrine-moi ça avec 500K et on va cartonner. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ou sinon, s'il y a un modèle, alors là, je suis preneur tout de suite, mais si vous connaissez une marque qui a marché en se distribuant seulement en ligne sur son site et qui est aujourd'hui à l'équilibre, Bonne Gueule. Ouais, Bonne Gueule, ça c'est un bon exemple. Voilà, c'est pas une DNVB non plus. Non, dans la définition. Non, je suis d'accord. Bonne Gueule ou Cézanne sont des exemples qui ont la particularité d'avoir énormément de trafic naturel, donc ils n'ont pas payé leur trafic. Parce que ce qui bloque, et je suis parfaitement d'accord, donc c'est une de mes conclusions cachées, mais je suis parfaitement d'accord sur le fait que d'abord c'est une DNVB au sens large, c'est pas la pure DNVB qui est partie avec son produit, elle a ouvert son Shopify et son compte Insta et on balance aux influenceuses. C'est partie d'un contenu qui a été transformé en produit. Et Cézanne a un autre exemple, ce qui a l'avantage, pas que ce soit une religion, mais d'avoir du trafic naturel qui est du coup un coût d'acquisition très faible. Donc une base de lecteurs qui est devenue une base de clients en partie. Aucune marque avant, c'est des LDB qui posaient la question comment tu trouves mon jean, est-ce qu'il est bien taillé? Non, on s'en fout, t'as acheté un jean $100, tu le portes, tu dis à tes potes que c'est cool, terminé. On va passer toutes les marques qu'on a connues, je me rappelle du lycée ou des marques. Ouais, iconique, il fallait porter. En fait, ils ont fait le contrat à l'envers. Ils ont passé du temps sur des blogs, etc., à donner leur avis. Ça fait monter une croissance de. Ah ouais, je suis d'accord. Oui. Et se sont dit, on va pas faire du marketing sale, on ne fait pas de ces pubs payantes dégueulasses qu'on peut voir un peu partout. Par contre, on va répondre à un besoin. On va partir de 50, on va faire 50 000. On va faire 150. Ouais, oui. On va faire 200. Donc il y a quand même ce côté test and learn qui était quand même intéressant, tout en essayant de répondre à tout ce qui peut être responsabilité, local, etc. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord, c'est une des exceptions. Nous, c'est ce qu'on a essayé de suivre sans connaître. Je ne connais pas toute la backstory de Bonne Gueule, mais d'essayer d'itérer parce que le digital permettait de parler en permanence à ces gens-là et d'avoir un produit qui est tellement pertinent par rapport à leurs demandes qu'on réduit énormément le taux de conversion. Et je pense que certaines y arrivent parce qu'à un moment où, sur un marché qui est un peu stagnant, elles résument tellement bien les besoins. Elles dialoguent tellement bien avec leurs clients ou leurs clientes. Il y a beaucoup de NVB en cosmétique qui sont féminines, qu'on finit par y arriver. Mais on est un peu loin du cadre traditionnel, dans le sens où, normalement, vous devez faire votre million de CA en 2 ans, quoi. Et ça, on ne peut pas itérer. Bonne Gueule, ça fait 12 ans que ça existe. Donc c'est pour ça que l'archétype que je lis dans les échos, peut-être pas dans les échos, l'archétype, c'est quand même, je lève beaucoup très vite pour tout casser, grâce à la magie du digital qui se résume souvent à la magie de Facebook, Instagram, Google, quoi. Donc la magie des GAFA qui permettent de faire une règle de 3. Et ça, j'avoue que sur ce modèle traditionnel, je n'ai pas trouvé de marque rentable. Sur des alternatives, il y a d'aller lentement et de se servir du digital pour ceux qui est incroyable chez lui. Nous, on parle avec plein de gens que j'ai jamais vus, que je verrai peut-être jamais, qui sont loin, qui donnent des conseils super pertinents, peut-être une fois sur 3 ans de relation client, mais c'est un truc génial qui nous sert beaucoup. Donc ça, je suis d'accord que du coup, ça remet en valeur le marketing traditionnel que j'aime bien, qui est de se focuser sur le client comme un malade, mais pas pour savoir comment le targeter au mieux ou en faire un super parrain ou ambassadeur pour nous recruter du CA, mais pour faire évoluer l'offre, parce qu'à la fin, les gens, quand même, ils reviennent si le produit est bien. Voilà. Après, dans les autres grands cas dont on parle souvent, y compris Glossier US, dans mon domaine, qui est cosmétique, putain, je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas que c'est pas bien. Il y a beaucoup de trucs que j'adore énormément chez Glossier. Mais je suis pas sûr que dans 2 ans, ils seront encore là, parce que j'ai aucun... Merci. J'ai aucun signal positif sur la santé de la boîte. Et donc, c'est un peu ce qui est dangereux dans le phénomène de meute, on va dire, sur les modes du digital. Le DNVB à la mode aujourd'hui, tant que... tant qu'on n'a pas fait le bilan, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a eu beaucoup de cas dans le web quand même, parce que je suis un peu vieux comparé aux jeunes que je croise, dans le web, où tout le monde s'est acharné sur une tendance et on s'est aperçu
un peu tard, que ce serait un petit peu compliqué, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez des feuilles de Take It Easy et toute la bande, là. Il y a plusieurs vagues comme ça, où à la fin, il en reste un, et même celui qui reste, on n'est pas sûr de son équilibre financier, mais comme c'est le dernier, on se dit que ça finira par marcher et on continue de bider dessus. Donc, sur les paradigmes qu'on soit né en ligne, la plupart des marques naissent en ligne aujourd'hui, même si elles sont dans des grands groupes. Sur le paradigme qu'on ne passe pas par la distribution physique, j'y crois pas. Non. Celui-là, j'y crois pas. Que le web soit fort, j'y crois. Que le web soit assez fort pour éliminer le physique. Aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, j'y crois pas. Parce que, pour plein de raisons, il faut que l'équilibre soit fait par le retailer qui apporte beaucoup de choses, la légitimité. Donc il y a une sélection quand même qui est faite par le retailer, par le distributeur. L'audience, il a une base qui existe déjà, qui est énorme, de personnes physiques qui voient le produit et de reach par son système CRM. De connaissances aussi, parce que quand vous discutez avec un distributeur, c'est pas juste un gars qui veut vous prendre 50%. Il a 30 ans d'expérience du marché, donc il y a beaucoup de choses qu'il vous apprend en discutant avec lui. Et de volume, c'est-à-dire que si vous voulez un produit qui soit compétitif par rapport à des géants qui produisent des batchs de 200 000, 500 000 pièces, quand vous êtes à 10 000, 20 000 pièces, bah, il faut qu'il vous aide déjà à passer de 5 000 à 10 000 et de 10 000 à 50 000 pour avoir un super rapport qualité-prix sur vos produits. Sinon, si vous n'avez pas le meilleur rapport qualité-prix possible, ou si vous êtes cher, vous allez à un moment être stéroïdé par le marketing, mais les gros vont finir par vous rattraper, quoi. Donc, les meilleurs cas de DNVB que j'ai en tête aujourd'hui, qui sont qui sont Honest aux US, travaillent avec Ulta. Dans notre domaine, c'est Harris, dans le rasage, qui travaille avec Target. J'avoue qu'on est très content de travailler avec Nocibé pour plein de raisons qui ne sont pas que des raisons financières. C'est-à-dire que c'était vraiment à ce jour un partenaire, on a appris beaucoup avec eux. Donc, et du coup, on est techniquement sorti de la catégorie DNVB, mais je ne sais pas qui reste en pur DNVB y arrive, à part avoir un prix d'achat très élevé. Donc j'y crois pour Kipli, qui va présenter là, les matelas. Je ne connaissais même pas, mais j'ai acheté mon matelas chez lui. Donc évidemment, là, je peux claquer 100 €, 200 € en acquisition, ne pas avoir de récurrence, et c'est pas grave. Et je peux avoir cette vie-là. Donc, à part avoir beaucoup de récurrence, comme on essaie de le faire dans l'abonnement, et encore, c'est difficile, hein, tous ceux qui font de l'abonnement font aussi du réel, avoir du physique, pardon, avoir des prix d'achat très élevés, ou réussir à réduire le coût d'acquisition à presque rien, parce qu'on a une communauté très forte, et ces cas-là sont très rares, et l'espace mental que les gens sont prêts à donner pour s'intéresser et s'impliquer dans une communauté est réduit. Donc Cézanne et Bonne Gueule, c'est quand même des populations jeunes, parisiennes, qui du coup permettent un équilibre à un moment donné, mais ce n'est pas reproductible à l'infini. Donc c'est un modèle qui est super sexy sur le papier, qui a longtemps plu au fond, et je le comprends. Et même maintenant, les fonds reviennent sur le fait que peut-être que le pur online, c'est compliqué, surtout que les seules acquisitions qui soient faites dans le secteur, c'était nos modèles, ce que j'appelle hybrides, que les coûts d'acquisition, ils ne réduisent pas dans le temps, et que la récurrence, elle est très faible. Quand vous avez une récurrence de 10% sur votre base, et que vous avez un ROI compliqué sur l'achat d'un produit, à la fin, c'est très compliqué, quoi. Alors, reste le scénario que j'appelle de la cavalerie, c'est-à-dire que je vais continuer à augmenter le CA, continuer à lever, jusqu'à ce qu'un jour, même si je reste déficitaire, un gros soit intéressé. Voilà. Et ça reste quand même ce qu'on vend un petit peu aux jeunes parfois, et ça me fait un peu peur, parce qu'on est un peu amoureux de sa marque et amoureux du projet. Et la cavalerie marche parce qu'elle est bien coordonnée, dans le sens où les fonds sont alignés avec les entrepreneurs pour refourguer le bébé à un grand groupe. Mais le seul message qui est envoyé, c'est les journalistes qui, à chaque fois qu'il y a une levée ou une acquisition, trouvent ça génial. Le fonds qui est complètement parti pris, mais ce qui veut refourguer son investissement. Et ensuite, quand le rachat est fait, une fois sur deux, essayer de regarder ce qui se passe, mais c'est difficile pour le groupe qui l'a acheté. Et une fois sur, 2 fois sur 3, la marque elle est pliée au bout de 2 ans. C'est quand même un sujet épineux, et c'est un côté formule magique des NVB. Pour moi, c'est un sujet qui est
super complexe et super intéressant parce que c'est là qu'il se crée beaucoup d'activités et beaucoup de nouvelles marques. Mais je me demande s'il ne faut pas interroger la définition qu'on en donne, l'étendre à des gens qui sont hybrides, donc aussi en commerce physique. Essayer de regarder la rentabilité des modèles en dehors de l'astéroïde, qui est Facebook, Instagram, Google, et interroger même, alors je vais faire un blasphème horrible, mais interroger même l'idée de communauté au sens large, quoi. C'est-à-dire que Bonne Gueule, c'est une communauté. À avoir 100 000 fans sur Instagram, je ne suis pas sûr. C'est horrible à dire, mais avoir des gens qui vite fait like un truc sur mon post, personne n'a réussi à bien voir le côté héroïste d'une fanbase comme ça, ni complètement comment transformer des fans en clients. C'est compliqué. Je crois au collectif au sens client, c'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre, un petit groupe de clients qui sont comme un club, quoi. Ils sont durs des fois. Ils disent ah putain, vous avez déconné, la dernière version elle est nulle, ou comme vous avez un fan club pour un film, quoi. Le nouveau Star Wars sort, ils vont gueuler dans tous les sens parce qu'ils sont intéressés. Bon, sans être au niveau Star Wars, vous pouvez avoir des gens qui veulent pas mal interagir avec vous et construire, etc. Ce collectif-là, je l'ai vu dans d'autres entreprises que j'ai pu avoir et j'ai vu ces barbiers et je trouve ça exceptionnel. Mais c'est un collectif qui réduit en général à 1%, les 1% actifs qu'on a dans tout, sur les 100%. 1% qui est actif, 20% qui like de temps en temps, et 80% qui restent qui sont passifs. Donc, regardez un compte Insta, surtout aujourd'hui, où j'aurais pas dit ça il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, le nombre de fans est à peu près proportionnel à l'argent qu'on a donné à Instagram. C'est comme regarder la Ligue 1, quoi. C'est le PSG qui gagne parce que ils ont 500 millions de budget. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai cassé l'ambiance, là, je voulais qu'on discute, je voulais qu'on dise... voilà, je voulais qu'il y ait des gens qui me disent que vous avez complètement tort, qui pensent que j'ai dit que des conneries. Oui, voilà, j'aime ça. Je voulais juste rebondir en fait sur ce que vous disiez tout à l'heure du pur digital. Et en fait, on a pris 2 exemples qui sont Bonne Gueule et Cézanne. Mais en fait, Bonne Gueule, ils ont des boutiques en propre. Et Cézanne, elle a développé ce qu'elle appelle, je crois, des appartements. Donc en fait, je pense que au niveau des DNVB, ce qui est cool et ce qui fait le buzz, c'est qu'on peut arriver à être une petite marque et vraiment commencer à se faufiler dans tous ces univers de marque avec un budget qui est restreint. C'est sûr qu'il y a peut-être 15 ans, quand on voulait lancer une marque, il fallait payer le pas de porte, il fallait acheter un fonds de commerce, il fallait avoir une première boutique, une deuxième boutique, etc. pour pouvoir atteindre les clients. Alors que maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, on peut, commencer avec un Instagram, essayer d'avoir un petit peu des interactions, vendre quelques produits. Et je pense que forcément, il arrivera un moment ou un autre où on est obligé d'avoir cette relation cliente. Enfin, cette relation avec le client, mais qui est physique. Parce que quand on vend des produits, des fois, je sais pas, on va vendre des sacs, par exemple. Le client, il y a un moment donné, s'il voit qu'on fait un pop-up, il va vouloir venir toucher la matière, discuter avec le fondateur ou la fondatrice si le fondateur en fait porte la marque en fait. Et je pense que on a beau vouloir se lancer dans ce modèle de DNVB, à un moment donné, on revient à la même chose qui est d'aller discuter avec le client. Je suis d'accord avec vous dans le sens où DNVB sera un mode de démarrage, c'est un mode de lancement. Et si on l'appelait du D2C, ça m'irait aussi. C'est-à-dire que grâce au digital, je fais du D2C et j'ai une granularité que j'avais pas avant. C'est-à-dire que le jeton d'entrée avant était très compliqué, ne serait-ce que pour se faire connaître, faire une pub, même dans un magazine local, c'était cher. Là, vous voulez mettre 10 €, vous mettez 10 €. Exactement. Mais du coup, si on prend, et je vous donne la parole, pardon, si on essaie d'imaginer qu'il y a une catégorie de boîtes qui s'appelle DNVB, qui fonctionne en DNVB, pour moi, c'est pas trop le cas. Elles ont plus l'accent sur le digital que d'autres, mais c'est plus un mode de démarrage, le DNVB, et un mode d'accélération. On pourrait dire qu'il y a plein de modes d'accélération dedans. On va pas faire la liste de toutes les méthodes de la Silicon Valley, mais c'est une méthode parmi d'autres pour faire un démarrage. Mais du coup, ce n'est pas une catégorie d'entreprise. Et j'ai du mal à dire que Honest est dans une catégorie complètement différente que Clarins, par exemple.
sauf que leur part de digital est plus élevée. Mais digital, si Clarins s'il mettait le paquet sur le digital, il pourrait en faire beaucoup plus aussi. Donc, du coup, c'est une grille de lecture qu'il faut prendre avec précaution, dans le sens où voilà. C'est comme les marketplaces purs et durs. Après, je finis sur remettre en cause les mythes et les coulisses, etc. Marketplace pur et dur, tout le monde s'est bien excité aussi, mais ce que j'ai aucun coût fixe et que je prends que la commission. Sauf que des vrais marketplaces sur les produits physiques, je parle, des vrais marketplaces qui marchent, c'est compliqué, quoi. Même Amazon fait une grande partie de son business en ce qu'ils appellent retail, c'est-à-dire qu'ils achètent pour revendre, et la marketplace leur permet de tester, leur permet d'avoir le plus grand choix possible, donc d'avoir de la rétention client. Mais s'ils étaient sur le pur modèle marketplace, ça serait compliqué. Moi, je suis d'accord avec tous les constats que vous partagez avec nous, mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous racontiez, du coup, vraiment pour vous, Monsieur Barbier, c'était quoi la jeunesse, comment vous avez débuté, et surtout, fort des constats que vous nous partagez, c'est quoi votre vision, vous allez vers où? C'est une bonne question. Nous, on a vraiment commencé avec peu de moyens et en achetant nos premières recharges de rasoir à Wilkinson. C'est pas un secret, mais qu'en fait, c'est un oligopole, la fabrication de recharges de rasoir. Le coût à l'entrée est énorme. Donc, il n'y a que quelques usines dans le monde qui fabriquent des lames de rasoir. Donc, Gillette, Wilkinson, Bic et deux Coréens. Et c'est à peu près tout. Mais ils font aussi des produits en marque blanche. Donc, c'est la même qualité que le Wilkinson que vous aimez. Voilà. Et donc, du coup, on a acheté un premier stock chez eux. Lancer le site et commencer à en parler doucement, voyant que sans acquisition payante, il y avait des abonnés et des désabonnés, mais il y avait une croissance très lente mais progressive, grâce au SEO, grâce au social, même si on y allait mollo. Donc ça, pour moi, c'était très rassurant. Parce que moi, j'aurais très peur d'une... Oui. Gratuit, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais aussi parce que dès que vous stéroïdez, c'est compliqué. Vous savez plus la réalité, quoi. C'est comme un cycliste qui prend le PO, à un moment donné, il sait plus ce qu'il veut faire. Et donc, il faut faire gaffe au taux de stéroïdes qu'on met. Si on arrive à croître naturellement avec un tout petit peu de pub, parce qu'au bout d'un moment, enfin là, je vous parle d'il y a 5 ans, mais au bout d'un moment, quand ils ont fermé les vannes, il fallait quand même que nos posts ils soient visibles. Donc, on en a un tout petit peu, mais c'est juste pour que ce soit visible auprès de notre fanbase. C'était pas pour aller attaquer des gens qui ne nous avaient pas encore vus. Quand vous voyez que vous êtes à flot et que, bien sûr, dans un modèle d'abonnement, votre métrique numéro 1, c'est le churn, donc combien de gens partent tous les mois. Churn naturel ou churn qu'on appelle involontaire, expiration de carte bleue. Une carte bleue, c'est un sacré enfer. Elle périme au bout de 2 ans. Donc mécaniquement, vous avez 5% de votre base qui meurt tous les mois si vous ne les récupérez pas. Donc il faut trouver un dispositif pour les récupérer. Érosion qui est liée au fait que vous recevez tous les jours la même chose, alors que même si quand vous allez chez Leclerc choisir vos recharges de rasoir, vous avez l'illusion d'un choix. Il y a une promo, j'ai fait un bon coup, il y a un partenariat avec FIFA, je vais prendre le paquet. Donc c'est l'illusion du choix, mais il y a un petit quelque chose. Donc dans l'abonnement, il faut arriver à le reproduire. Donc nous, tous les mois, les étuis, les recharges changent, la carte postale change, on a des partenariats avec des films pour distribuer des cartes, faire des invitations ciné gratuites tous les mois au hasard. On appelle ça le Golden Ticket, comme dans Charlie. Là, le prochain, c'est avec Terminator. Donc, au début, on avait tous les films que les studios voulaient pas, vous voyez. Les petits films, genre science-fiction bizarre ou animation, mais pas Pixar, quoi. Et donc, après, avec le temps, on a eu, là, cette année, des grosses franchises. John Wick, pour ceux qui aiment Keanu Reeves, Men in Black et la Terminator. Donc, avec ces partenariats aussi, ça permet d'avoir du gratuit aussi, parce que nous, on parle du film, ils sont contents. Et nous, on est associés à cette image du film. On va faire une pub dans 20 minutes avec eux, voilà, où ça redirige vers Joe Concours. Il y a le Barbier qui est moitié robot, moitié... enfin... Voilà, donc partager des délires avec les clients comme ça pour que, quand on le reçoit, on se dit toujours quelle connerie m'a invité ce jour-là, quoi. Alors je sais pas, sur le public féminin c'est peut-être différent, mais sur l'homme, l'engagement quand même sur ce choix de lame de rasoir est un peu limité, quoi. Donc si on arrive à avoir son sourire, c'est déjà beaucoup. Et après, bien sûr, la lame qu'on vend, elle rase, sinon on l'aurait pas vendue. Et ensuite, sur tout ce qui est développement, sur la base des abonnés, vous commencez à vendre des produits pour faire du cross-sell. Donc là, eux, comme c'était nos premiers clients, on voulait leur faire un prix. Donc ils avaient 20% en moins par rapport au prix public et ils ne payaient jamais aucune expédition. Donc on continue à les remercier, on continue toujours de le faire.
Ça reste nos clients clés. Et après, comme dans beaucoup de cas, je ne sais pas si vous connaissez un bouquin qui s'appelle How the Brand Grows, hein, qui est une des bibles du marketing, dont je vous le conseille, qui explique que même dans les marques où il y a un taux de loyalty énorme, comme Coca-Cola, donc c'est du marketing traditionnel, hein, il n'y a pas une seule fois le mot web dedans, mais par contre les mecs c'est des matheux, donc c'est très rigolo, c'est de l'école de Bass. Vous voyez Franck Bass, non? Courbe de diffusion, non. Bon. Le marketing qu'on n'enseigne plus, 5 minutes, ça veut dire, ouais, on va fermer chérie, qui était un peu... Calme-toi, qui était un peu carré, et ben du coup vous apercevez que la plupart des achats sont des achats uniques dans l'année pour une marque. Même quand on est très fidèle, même Coca-Cola, il y a plein d'acheteurs occasionnels qui font une majorité partie du business de Coca-Cola. C'est les chiffres, c'est comme ça. Et donc à partir de là, venant de cet univers-là, du marketing traditionnel, c'était important pour nous d'être à l'endroit où le mec va acheter. Donc oui, on était très contents d'être sur Amazon. Moi, j'aime beaucoup Amazon quelque part. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes. Bon, aussi parce qu'on a oublié ce que c'était la condition ouvrière en France, parce qu'on en a beaucoup moins. Évidemment, le job dans un entrepôt, c'est un job ouvrier. Donc on n'a plus l'habitude, donc ça choque. Mais en même temps, on peut leur mettre de la pression dessus pour qu'ils l'améliorent. Mais au moins, ils créent du job, il y a un début de quelque chose. Passons la parenthèse marxiste. Mais je les aime bien parce qu'ils permettent à des petits comme nous d'entrer. On est entré sur la marketplace, on a eu accès à plein de nouveaux clients qui nous ont connus grâce à Amazon. La marketplace de la Redoute, ciao quoi. Vous êtes trop petits, vous n'êtes pas connus, ciao. Les premiers contacts qu'on avait avec les distributeurs, ciao. Donc, voilà, j'essaie de faire la pub d'Amazon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je trouve qu'on est très sévère avec eux et très gentil avec d'autres. Du coup, on a commencé à être chez quelques distributeurs en ligne. Et après, oui, une fois que vous commencez à avoir une offre, si vous voulez aller voir le site, je vous y invite. Ça me fera un peu de SEO. Vous tapez rasage par abonnement, vous cliquez sur le premier lien. Bon, passons les blagues de gros hacking. Du coup, on a eu les premiers distributeurs, Monop, Birchbox, Nocibé. Et après, une fois que vous avez ce cap-là, c'est quand même, pour moi, l'étape la plus compliquée qui a été franchie, parce qu'une marque que les gens commencent à rechercher, les autres distributeurs veulent la proposer. Mais du coup, moi, j'ai du mal à me dire que je vais payer très cher pour que quelqu'un vienne absolument sur mon site. Autant que je paye autant, je suis d'accord, hein, je paye autant le distributeur que Google ou Facebook, autant que je paye autant pour avoir la facilité, pour que le gars ait la facilité de l'acheter au moment où il est, à ce moment-là, dans un OCB, sur Amazon ou ailleurs. Et la disponibilité d'une marque, si vous regardez How the Brand Grows, c'est un des premiers critères d'appréciation de la marque. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue quand on y pense. Et ça, je trouve, un peu loin du discours digital traditionnel. C'est-à-dire une marque que les gens voient souvent, ils s'y attachent. Vous aimez bien Monsieur Propre, la marque, elle est sympa, parce qu'on l'a vu souvent. Qu'on l'a vu chez notre grand-mère, qu'on l'a vu, que ça nous a dépanné à un moment où on était chez Leclerc, etc. Et elle est perfectible. Et le dernier Monsieur Propre, c'est comme le nouveau Nesquik. Il est un peu CGI, en image de synthèse, il n'est pas terrible. Mais on continue à l'aimer quand même un peu, quoi que fasse la marque. Donc ça donne un marketing, pour moi, un peu différent, un peu basé sur l'analytique et sur l'économique, à dire qu'est-ce qui font qu'une marque est aimée. C'est que ses produits sont bien, et on parle très rarement des produits dans les DNVB. On parle de comment on va attraper des clients, mais peu des produits. C'est que les gens le rachètent, c'est le premier critère, parce qu'une appréciation une fois ou un like sur un truc, pour moi, c'est le réachat, qui est un critère énorme. Et après, la disponibilité, parce que, encore une fois, on s'attache à ce qu'on voit souvent. Moi, mon chien, je voulais pas de chien. Vu que je le vois tous les jours, je l'adore, parce que il fait partie de mon quotidien. Et pourquoi les gens, je finis la parenthèse, ils adorent toujours l'endroit d'où ils sont nés? Parce que c'est ce qu'ils ont vu le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais né à Bali, peut-être que j'aimerais les riz, quoi. Elle était nulle, mais là, je suis fatigué, et je sais qu'il me reste plus que 30 secondes. Voilà. Je vais construire une communauté, je vais investir à fond dans mes canaux d'acquisition digitaux en espérant avoir de la transfo derrière. Vous avez construit une base de clients avec lequel vous avez fait évoluer le produit, en mettant donc du coup le produit au cœur de votre stratégie.
et en étant présent partout, en comptant sur le fait que du coup, comme votre produit est vraiment bien, le bouche-à-oreille va faire le reste du job. Un peu, en gros. Vous cherchez pas un job. Vous avez super bien résumé. Non, super bien résumé. Et pour moi, c'est pas aller à. Ouais. On n'a pas fait ça parce que je suis têtu et que je suis grande gueule. J'ai fait ça par frugalité parce que c'est les seuls moyens que j'avais. Mais je constate que quand même, c'est pas mieux, mais c'est un modèle qui existe aussi et dont on parle un peu moins, qui est plus long, qui est un peu moins au fond, qui est un peu moins bling-bling, mais qui fait que du coup, le digital est en dessous pour moi. C'est pas le digital qui me donne la règle et moi je l'applique et je fonce. C'est le marketing qui me donne la règle. C'est-à-dire, je vais dire des trucs horribles, mais connaître à fond son client, interagir avec lui, faire le meilleur produit possible et le mettre partout. Quel connard ce mec. Et le digital a été un outil pour le faire mieux. Et je ne dénigre pas le digital. Pour le faire mieux, comme vous l'avez dit, jamais on n'aurait pu commencer sans le digital. Jamais j'aurais pu avoir 50 interactions dans tous les sens, dans tous les coins de France avec plein de personnes. Et jamais j'aurais pu être visible auprès de ces retailers si on n'avait pas eu, au bout de quelques années, on parle d'années, c'est ce qui est long dans mon start-up, une visibilité en ligne qui était désirable parce qu'on voyait qu'elle n'était pas stéroïdée, qu'elle était vraie, même si elle était encore embryonnaire. Donc le digital, pour moi, et c'est là que je finis sur cette conclusion, ça va là ? Voilà. Excusez-moi. A été voilà, un outil du marketing et c'est pas le digital qui va dicter au marketing comment faire. Ça va là ? Parfait. Bon, allez. Merci beaucoup. Merci Gwenaël.